à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Donc heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Le cross, ce sport loisir pratiqué à l'école, donc cette course à pied qu'on a tous connue, sera développée dans notre rubrique C'est Sport avec Jamie Waimo. Ensuite, pour notre rubrique C'est Sport, nous avons suivi des femmes exceptionnelles qui concilient donc le travail et la famille. On en parle avec Marie-Hélène. Et enfin, pour notre rubrique Fin Bon, nous découvrirons la recette, donc le tazar de Jocelyne, donc à découvrir dans notre rubrique Fin Bon. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. Alors, je reçois aujourd'hui Monseigneur Michel-Marie Calvé, archevêque de Nouméa. Bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Alors, donc, vous avez effectué une conférence de presse pour présenter les états des lieux des écoles de l'ADEC du Vanuatu. Un état des lieux juste après le cyclone Pam, le cyclone qui a fait beaucoup de dégâts les vendredis 15 et 14 mars 2015. Alors, aujourd'hui, justement, est-ce qu'on peut rappeler avant les faits que quand le cyclone justement est passé, qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans les écoles du Vanuatu ? Alors c'est d'abord cet événement extraordinaire puisque c'était un super cyclone de catégorie 5 qui est arrivé sur le Vanuatu par le nord. D'abord le vendredi 13 c'était Vate, l'île sur laquelle se trouve Vila, et le samedi 14 c'était Tana. Et au maximum de la puissance de ce cyclone. Il se trouve que j'étais passé la semaine précédente à Port Vila, me rendant avec l'évêque de Port Vila pour une réunion à Fidji, à Suva, et je devais repasser par Port Vila le dimanche qui a suivi le cyclone. Bien sûr, tout était hors d'usage, l'aéroport à ce moment-là était fermé, il a été ensuite d'abord rouvert aux avions militaires, puis ensuite aux avions civils, et ce n'est qu'une semaine après que j'ai pu à nouveau venir à Port Vila pour aider l'évêque de Port Vila, qui lui avait pu arriver un petit peu avant. Et nous avons commencé par constater la catastrophe à tous égards, et à commencer avec les organisations internationales, avec les gouvernements. Le gouvernement local avait bien réagi pour prévenir la population, pour déclarer l'état d'urgence, même pour déclarer à un moment un couvre-feu, parce qu'il y a des problèmes d'ordre public qui peuvent se poser. Mais c'était la catastrophe, et en particulier pour les centres scolaires. Par exemple, à Vila, Port Vila, il y a le grand centre scolaire de Montmartre, qui a un collège, un lycée et des internats. Et tous les jeunes qui étaient là se sont retrouvés donc chez leurs correspondants, sans toit, sans nourriture, comme le reste de la population. Donc la première phase, comme toujours dans un cyclone, eh bien, c'est les gouvernements qui interviennent. Et les accords France entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la France ont fonctionné, donc l'intervention des militaires, l'ONU et ses organisations, et donc premièrement, secourir la population, de l'eau, soigner la population pour s'il y a des blessés, dénombrer les victimes. Heureusement, il y en a moins qu'on pensait. Et c'est heureux, c'est que la population du Vanuatu est habituée aux catastrophes. Donc vous avez vu un peuple assez Alors j'ai vu un peuple habitué, qui déjà se relevait. Quand je suis arrivé moi-même de mes yeux, j'ai vu la résilience de ce peuple du Vanuatu qui recommençait, qui nettoyait les rues de Port Vila. Bien sûr, quand il a fallu rétablir les communications à l'évêché, ça a été une affaire de 12 ou 13 jours avant d'avoir de nouveau le courant électrique. Donc de rétablir Internet, de rétablir les communications. Mais le grand dégât, c'était, bon, bien sûr, les églises, les presbytères, mais surtout les écoles. Et une population qui a relativement peu de moyens financiers au Vanuatu, et qui avait des écoles qui étaient par terre. Justement, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les écoles. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Tout a été détruit? Alors, non, on s'est aperçu que les bâtiments qui étaient construits en dur ont relativement bien résisté quand ils étaient construits suivant les règles de l'art. Bien sûr, charpente et toiture se sont envolés, mais c'est des bâtiments qui sont réparables. Des bâtiments qui étaient construits en dur, mais pas selon les règles de l'art, c'est une catastrophe et ça devient même très dangereux. Les bâtiments en construction légère, à la manière donc du Vanuatu, la manière traditionnelle, se sont donc effondrés rapidement, mais ils sont moins dangereux quand ils tombent. Et puis les gens connaissent leur technologie et ont été capables de remonter un certain nombre de choses.
Et puis ensuite, eh bien, le gouvernement du Vanuatu a demandé que sur Vaté, c'est-à-dire à Port-Vila, les élèves regagnent les écoles et les internats 15 jours après le cyclone. Dans ces écoles et dans ces internats, pas d'eau, même pas d'eau potable, mais pas d'eau du tout. Et il fallait nourrir ce monde-là, etc. Vous imaginez des collectivités sans eau, avec quelquefois des dortoirs qui étaient à ciel ouvert, puisque le toit était parti. Des tentes, alors il y a encore des tentes de l'UNICEF qui servent pour abriter des classes et des choses comme ça, encore à ce moment-là. Alors, comment les élèves de ces établissements, on va dire les élèves du Vanuatu, des établissements de l'ADEC, de l'archipel, ont étudié pendant tout ce temps, le temps de la reconstruction? Les enseignants, eh bien, se sont tenus donc à disposition dès que les élèves sont rentrés, et ça a fait ça de moins de population à nourrir, ça de moins de population à héberger dans des conditions qu'on ne pouvait pas maîtriser. Et donc, c'était un grand service pour la société entière. Mais il a fallu en commencer à envisager comment faire pour ce qu'on appelle la deuxième grande étape, c'est la réhabilitation. Et ça suppose de faire d'abord un audit de la situation. C'est ça. Et les enseignants du Vanuatu étaient déjà pris par le fait de s'occuper des élèves dans des conditions difficiles. Et donc, il a été convenu entre le diocèse de Port-Vila et le diocèse de Nouméa, la direction diocésaine d'un côté, la direction diocésaine de l'autre, de collaborer pour pouvoir faire cet audit. Alors ça représentait un coût énorme? Alors il fallait d'abord aller partout. Il y avait des routes qui n'existaient plus à Tana, c'était très difficile. Et il fallait faire bâtiment par bâtiment. L'audit, ça a pris plusieurs mois, mais ça a été fait. Et c'était ce travail que nous voulions présenter dans la conférence de presse. Et donc ce travail a consisté à présenter de manière lisible, dans un document de synthèse, l'ensemble des structures et puis aussi la nécessité pour rétablir ces structures, donc à la fenêtre près, à la porte près et avec l'évaluation financière. Tout cela avec l'aide des compétences techniques qui pouvaient être trouvées sur le Vanuatu, qui est évidemment mobilisé pour toutes sortes de choses, parce que tout le monde avait besoin, il y a peu d'entreprises au Vanuatu, il y a peu de gens qui sont qualifiés dans le bâtiment, si bien que ça a pris un certain temps pour faire un travail de professionnel, mais maintenant le travail est fait et on est arrivé à un total de l'ordre de 840 millions de Vatu, grosso modo, la même chose en francs CFP. Et vous avez dû faire venir des gens d'ici, de Nouvelle-Calédonie pour aller au Vanuatu? Pas du tout? Non, ça a été le minimum, c'est-à-dire les deux directions de l'enseignement catholique ont l'habitude de travailler, de se concerter, et donc c'était des gens qui se connaissaient déjà. Donc ils pouvaient tout de suite se mettre au travail ensemble, il n'y avait pas d'ajustement à faire, et une des instructions qui leur était donnée, c'était de trouver sur place, si possible, les qualifications voulues en ingénieur du bâtiment, et on a trouvé quelqu'un à Tana. On a trouvé aussi du monde, bien sûr, à Port-Vila, où il y a plus de personnel qualifié. Et donc, ça a été possible de faire appel à des gens de métier pour faire un travail professionnel et de le présenter ensuite, parce que beaucoup de personnes nous avaient dit on veut bien aider, mais il faut que ce soit fait sérieusement. Et à l'heure d'aujourd'hui, les étudiants du Vanuatu étudient dans ces écoles reconstruites? Les écoles ne sont pas reconstruites. Ça va prendre encore des mois. Et pour trouver la somme dont je vous parle, j'imagine que ça va peut-être prendre des années. Mais par contre, les élèves ont repris 2 semaines à Port-Vila, 3 semaines après à Tana, dans des conditions qui étaient un peu extravagantes, ces conditions d'urgence, mais qui étaient remarquables, et grâce à l'esprit de service des enseignants et à la réaction des familles et des parents et des jeunes. Et au niveau pédagogique, ils ont les outils aujourd'hui pour étudier dans de bonnes conditions? J'ai vu, quand je suis allé visiter le centre de Montmartre, le centre scolaire de Montmartre, eh bien, il y avait les bibliothèques, les cahiers et tout ça, qui jonchaient la brousse tout autour dans les broussailles, parce que c'était du papier mouillé qui avait été éparpillé par le cyclone. Autrement dit, il a fallu trouver le minimum possible pour recommencer à travailler. Ceci dit, vous faites un appel toujours justement pour envoyer des livres. Il y a l'appel pédagogique, donc, et les enseignants ont l'habitude de travailler ensemble. Un certain nombre d'enseignants de Calédonie venaient régulièrement donner la main en matière pédagogique et tout ça, tout comme
dont les enseignants du Vanuatu qui en avaient la possibilité étaient ajoutés, disons presque en surnombre, quand il y a une formation pédagogique pour les enseignants de Nouvelle-Calédonie. Et financièrement également, vous faites un appel aujourd'hui? Alors, financièrement, eh bien maintenant, il s'agit de l'étape de la reconstruction. Et pour cette étape, eh bien, il y a déjà des particuliers qui ont fait un certain nombre de dons et qui nous ont dit, bon, on continuera à donner à condition qu'on nous tienne au courant de l'utilisation des fonds. Il y a des institutions, il faut savoir que les institutions, les provinces, la Nouvelle-Calédonie, toutes ces institutions ont décidé de faire des gestes, mais il faut que ce soit fait aussi sérieusement que quand on fait des constructions scolaires ou qu'on répare des constructions scolaires en Nouvelle-Calédonie et qu'on puisse leur rendre des comptes. Et donc, tout ce dossier qui a été fait, qui figure donc, c'est un document d'une trentaine de pages et qui renvoie pour la documentation technique à un CD et sur lequel vous avez des centaines de pages, ça serait des kilos de papier, inventaire de l'audit, inventaire des reconstructions à faire et les choix pédagogiques pour les reconstructions sont les choix du diocèse de Port-Vila et de la DEC de Port-Vila. Voilà, qu'on peut retrouver sur le site de la DEC. Vite fait, nous arrivons au terme de cet entretien. Quel est l'appel que vous avez envie de donner aujourd'hui aux Calédoniens qui nous suivent? Alors, que ce soit aux Calédoniens privés, que ce soit aux institutions, que ce soit aussi aux entreprises. Des entreprises ont été extrêmement attentives à cela. Eh bien, c'est de ne pas hésiter à demander à la DEC à Nouméa, qui travaille la main dans la main avec la DEC de Port-Vila, des renseignements précis pour pouvoir participer selon leurs moyens et que tout ce qui sera fait, eh bien, les comptes seront ouverts et donc on pourra, il y a un compte particulier qui a été ouvert par la DEC, dont la DEC est responsable, pour les gens qui souhaitent verser, et de sorte que le financement, évidemment, ne peut pas venir du Vanuatu, mais il vient d'un certain nombre d'institutions, y compris internationales. Voilà, ainsi s'achève. En tout cas, et merci à eux. Voilà, merci à eux, merci. Donc ainsi s'achève cet entretien, merci donc d'être venu répondre à nos questions et écoutez, on vous souhaite bon courage et on espère que l'appel est lancé. Merci. Je vous remercie. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Bonjour Damina, donc tu viens nous présenter les activités et les rendez-vous de cette semaine. Oui, c'est ça. Bonjour Élise et bonjour à tous. On va commencer avec les coupures de courant électrique sur le pays. Donc ça concernera l'île de Marais et le nord. Donc on commence tout de suite à Poum et plus précisément donc sur le village. Ça concernera l'alliance scolaire, le dispensaire, la gendarmerie, l'OPT ainsi que la station-service. Donc il y aura une coupure de courant demain, mardi 8 septembre de 13h à 15h pour l'entretien du réseau haute tension. On poursuit du côté de Wailou. Là il y aura une coupure sur la tribu de Bas mercredi 9 septembre de 8h à 14h pour cette fois-ci l'entretien du réseau basse tension. Ensuite direction Marais, sur l'ensemble de la commune il y aura une coupure le mercredi 9 de 8h à 15h pour l'entretien du réseau haute et basse tension. Et enfin sur la commune de Touo, la région du gîte Montgalia et ses environs pour le jeudi 10 septembre de 8h30 à 15h pour l'entretien du réseau haute tension. Voilà, j'espère que nos amis des communes concernées ont bien entendu le message. Donc on poursuit avec un peu d'escalade pour la suite avec Verti Calédonie. C'est ça, qui organise donc en partenariat avec la province Nord pour le week-end du 18 octobre, un rassemblement sur le thème du bloc. Là, ils accueillent tous les niveaux, donc même nous qui n'avons jamais fait d'escalade, on peut y aller. C'est ouvert à tous à partir de 8 ans. Et en fait, ils nous invitent à venir passer un week-end avec eux, faire de l'escalade, passer un week-end en camping, dans la nature, là-bas, du côté de Néoué à Koumak. Donc, si vous avez besoin d'avoir des informations, je vous laisse le numéro de téléphone déjà, donc le 97 38 55. Sachez ensuite que si vous voulez vous inscrire, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, le nombre de places est limité, donc il faut faire au plus vite. Allez sur le site www.verticaledonie.com et là, téléchargez les fiches d'inscription et le règlement via les différents liens que vous trouverez sur la page. Voilà, et toujours à Koumak, un sujet plus sérieux pour la suite. Il s'agit d'un rassemblement pour soutenir la lutte contre le cancer. Oui, c'est ça. Donc, rassemblement prévu le 1er octobre, organisé donc par l'association calédonienne de soutien aux malades du cancer en partenariat avec la mairie de Koumak. Et le but, c'est de former avec tous les participants un ruban
un ruban en signe de ralliement à la cause de la lutte contre le cancer. Donc toutes celles et tous ceux, parce que c'est ouvert à tous, qui voudraient participer sont attendus le 1er octobre à 17 h dans les jardins de la mairie de Koumak. Juste une petite précision à titre d'information, sachez que cette action s'inscrit dans le mouvement Octobre Rose, donc c'est un mouvement national, ça ne concerne pas que nous, mais tous les pays, enfin tous les départements français. Et le but, c'est de sensibiliser donc les femmes et leur entourage à aller se faire dépister pour vaincre justement le cancer du sein. Voilà, c'est important, et on invite toutes les Calédoniennes à se faire dépister. Et n'oubliez pas, plus tôt vous vous dépistez, on va dire ça, et plus vite vous pourrez justement vaincre la maladie. Quant à nous, on poursuit comme à l'accoutumée avec un petit tour d'horizon des permanences juridiques gratuites en province Nord. Oui, c'est ça, donc important à rappeler pour ceux qui ne le savent pas. Petit tour rapide, donc sachez que demain à Témala, du côté de la commune de Vaud, il y aura une permanence au centre d'accueil des femmes en difficulté. Mercredi, elle sera donc la juriste du côté de Coné en face du marché, à la case en face du marché. Et enfin jeudi, elle sera à la mairie de Pointe-Boute. Durant ces 3 jours, elle vous attend de 8 h à midi. Voilà, c'est gratuit, sans rendez-vous. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez l'appeler. Elle est joignable au 86 05 92. Voilà, et quelques petites infos concernant la ville de Nouméa. Oui, c'est ça, on va parler en fait d'un rendez-vous que tout le monde connaît, que tout le monde attend aussi. C'est le carnaval qui est prévu donc le samedi 12 septembre. Donc là, c'est la 28e édition quand même du carnaval. T'as prévu ton costume? Oui, ça y est, tout est prêt. J'en ai fait un pour toi aussi. En tout cas, sachez que le thème retenu cette année, c'est les fleurs. Donc le défilé partira à 17 h de la place Birakem et ira jusqu'à la place des Cocotiers. Sachez aussi que il y aura petite nouveauté, après le défilé, il y aura aussi le fameux feu d'artifice, mais il y aura un bal organisé autour du kiosque à musique. Donc pour ceux qui ont envie de faire la fête, pourquoi pas rendez-vous au kiosque à musique. Et puis que vous dire d'autre sur le parcours, comme c'est pas toujours visible de tous, il y aura aussi des grands écrans qui seront placés pour qu'on puisse suivre le spectacle en direct. Et puis le lendemain, pour ceux qui seront en forme, sachez que du côté de Païta, il y aura le marché Broussard, donc de 7 h à midi sur le parking des fraisiers de Païta, histoire d'aller faire le plein de produits frais pour la semaine. Pourquoi pas. Là, Élise. Voilà, et n'oubliez pas, chers téléspectateurs, vous pourrez justement trouver toutes les informations données durant cet agenda sur le site www.nctv.nc. Merci Davina. Et puis comme justement le thème du carnaval, c'est les fleurs, moi j'ai pas besoin de me déguiser, je suis déjà une fleur. Merci. C'est gratuit, merci Élise. Merci Davina, et on te retrouve jeudi. Oui, c'est ça. Voilà, on passe tout de suite à notre rubrique sport. Bonjour Jamie, aujourd'hui il sera question de course à pied et notamment d'une activité sportive scolaire qui aura traversé des générations en génération, le cross. C'est clair, bonjour Élise et bonjour à tous. Entraîneurs, responsables sportifs ou encore sportifs de haut niveau, ils sont de plus en plus nombreux à s'accorder sur un point. Élise, le cross dans sa version la plus élitiste ne serait pas inscrit dans la culture calédonienne, ça au moins c'est dit. Alors le 28 juillet dernier, plus de 500 élèves du primaire étaient réunis à la fois pour disputer les finales territoriales. Et comme chaque année, les 7 circonscriptions de l'enseignement public y étaient représentées. Et puis nous sommes nombreux à avoir participé au cross de son établissement. Je vais y arriver, comme tu le disais, Élise. C'est une course qui a traversé et qui a connu plusieurs générations. Alors si cette course annuelle offre tout de même la possibilité de monter sur un podium, elle n'en reste pas moins une fête sportive où les mathématiques, la physique, chimie ou encore le français laissent place au sport, Élise. Donc le sport version loisir, est-ce que le cross à l'école primaire serait, on va dire, plus appréhendé dans un souci de bien-être? Si les élèves de 7-10 ans, Élise, n'auraient pas encore la culture de la performance, selon certains observateurs, il existerait une spécificité calédonienne, donc celle de favoriser le développement du sport de masse, donc
dès le plus jeune âge pour justement gommer toute différence et susciter le plaisir de l'effort individuel dans une activité collective, quel que soit le niveau de chacun, de manière à ce que nos jeunes comprennent que le sport, comme tu le disais, est synonyme de bien-être et d'épanouissement. Le cross, c'est plaisir contre performance. Alors, comme on l'a vécu, Jamie, différentes distances sont proposées aux élèves, en fonction de l'âge, et puis le parcours est différent. En effet, ils parcourent des distances qui varient donc selon leur année de naissance. Exemple, durant les finales territoriales de la foi, les élèves nés en 2004 devaient parcourir 2800 mètres et 1200 pour les 7 ans donc, qui sont nés en 2007. Donc cette année, un document passeport avait été recommandé aux écoles pour permettre aux élèves d'avoir une approche progressive et individualisée, Élise, des courses longues. Donc le cross territorial de la foi est ainsi l'aboutissement d'un projet pédagogique d'éducation sportive, donc initié et soutenu depuis longtemps par la direction de l'enseignement calédonien CLADENC. Donc je vous propose que l'on revienne donc sur cette fête sportive, donc les premières foulées avec Mathieu Le Barbier. On se trouve au stade de la foi aujourd'hui pour la finale territoriale du cross, donc des écoles primaires publiques de Nouvelle-Calédonie. Donc on est à l'école de Tieti, on est venu avec 12 élèves qui ont été sélectionnés au cross de circonscription qui s'est passé il y a à peu près 2 semaines. Donc on est là aujourd'hui pour une belle journée à la fois pour faire la finale territoriale. Et donc là, on espère de tout cœur, en tout cas nous les encadrants, que nos élèves donneront le meilleur d'eux-mêmes pour se surpasser et puis profiter de cette belle journée de partage et de rencontre avec tous les enfants du territoire. On a 7 circonscriptions en Nouvelle-Calédonie. Chaque circonscription a organisé un cross ou plusieurs crosses d'école pour effectuer une sélection. Et aujourd'hui, donc, c'est la rencontre de l'ensemble de ces enfants du territoire. On est à peu près à 550 élèves sur le terrain qui nous viennent donc du nord, de la côte est et de la côte ouest, des îles Loyauté, Ouvéa et Lifou, et puis du sud. Vous faites un tour de la piste, vous ressortez là-bas. Quand vous sortez là-bas, vous allez descendre. Vous allez courir en direction de la dame là-bas avec son t-shirt clair et vous avez le vélo qui va vous indiquer le chemin. L'USEP est une organisation sportive qui regroupe différentes écoles. Donc là, Tieti s'est affilié à l'USEP pour pouvoir participer aux différentes activités qu'il propose. L'USEP, c'est l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. C'est une association de loi 1901 et qui organise des rencontres sportives. Le cross en fait partie, mais il y a d'autres épreuves sportives comme la natation, l'ultimate, le rugby, etc. Au-delà de la rencontre sportive, c'est la rencontre humaine. Donc on veut travailler le vivre ensemble et l'activité physique. Les jeux sportifs sont un prétexte pour faire se rencontrer les élèves. Et puis alors on veut développer à la fois le goût de l'effort, mais le plaisir. Et puis que l'enfant puisse évaluer aussi ses progrès. Donc c'est vraiment une autonomie dans la gestion de son effort physique. Quelle que soit de toute manière la place de l'enfant dans le classement, le but c'est d'aller au bout de soi, aller jusqu'au bout de son objectif et on se dépasse, on ne lâche pas et on arrive
là où, enfin, au maximum de ses possibilités. Évidemment, on a des compétences qui sont développées dans le domaine de l'EPS, mais au-delà de ça, on vise des objectifs au niveau de la santé, puisque c'est un enjeu primordial en ce moment. Très bien, on pense à souffler. On respire correctement. Donc c'est responsabiliser l'élève face à des enjeux qui sont au-delà de l'activité physique, qui sont du domaine de la santé, pour sa propre santé. Donc qu'il puisse mesurer les effets de son activité et les bienfaits. On a vu qu'il y avait des enfants qui ont eu des malaises le long du parcours. Donc en amont, dans les écoles, on prépare les enfants durant 4 à 6 semaines, voilà, à ça, courir longtemps, à un bon rythme. Donc voilà, les enfants qui sont ici ont été préparés au sein de leurs écoles. Ce n'est pas quelque chose qu'on demande aux enfants de faire brutalement, sinon voilà, ce serait les mettre en danger et ils ne prendraient aucun plaisir à participer à ce genre d'activité. J'adore courir, j'ai l'habitude de courir au stade des fois, en faisant du tennis aussi. J'aime bien courir parce que c'est mon sport favori. C'était dur, il y avait beaucoup de cols et de descentes. Ce que j'ai trouvé le plus dur aujourd'hui, c'était de monter un peu la chaleur. J'ai préféré quand on courait les descentes parce qu'on allait plus vite. I put into Nashville, Tennessee, but you wouldn't even come around to see me. And since you're heading up to Carolina. Voilà un sujet signé Mathieu Le Barbier. Si le cross reste l'activité sportive la plus ancienne dans le milieu scolaire, de plus en plus d'événements sont organisés. Parce que les bonnes habitudes prises tôt se conservent plus facilement tout au long de la vie. En France sera célébrée le 17 septembre prochain la journée nationale du sport. L'an dernier, à cette date, durant un déplacement à la Halche Carpentier, c'est donc en région parisienne, Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Sports, avait dit, je cite, « Les adolescents d'aujourd'hui sont en moyenne 40% moins actifs que ceux d'il y a 30 ans ». Des opérations qui s'inscrivent notamment dans les programmes de lutte contre l'obésité. En effet, Élise, voilà, l'obésité souvent associée au diabète, plus de la moitié des Calédoniens, 50,2%, est en surpoids ou obèses. Le constat est en effet alarmant, d'autant que les Calédoniens sont touchés par cette maladie de plus en plus jeunes. Voilà, chaque année, le nombre de diabétiques augmente de 6% et le pourcentage de la population atteint de surpoids ou d'obésité a une tendance à s'accroître. Le baromètre santé qui a été réalisé en 2012 a révélé que 42% des enfants de 12 ans étaient atteints par l'obésité. Et puis le sport est une société comme la nôtre qui pourrait jouer justement un rôle important en matière de prévention. Voilà, si le sport favorise l'apprentissage, la concentration ou encore la confiance en soi, il préserve et renforce la santé et l'intégrité physique des élèves. Le sport scolaire joue un rôle important, en effet, Élise, dans notre société. En Nouvelle-Calédonie, le nombre de licenciés en UNSS est de 33 437. C'est suffisant ou pas pour lutter contre l'obésité? En tout cas, une seule chose est sûre, c'est que chaque année, le diabète et les multiples affections qui lui sont associées coûtent 5,5 milliards de francs pacifiques par an à la CAFAT, Élise. Voilà, c'est sur ce mot que s'achève donc cette chronique. Merci Jamie et on te retrouve donc mercredi. Merci Élise et merci à tous et n'oubliez pas de faire du sport pour la santé. Voilà, et nous accueillons donc Marie-Hélène pour notre rubrique Job et éducation. Bonjour Marie-Hélène, aujourd'hui nous parlons des femmes. Oui, bonjour Élise, on parle de nous et bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors c'est vrai Élise qu'on va s'intéresser plus particulièrement aux femmes qui ont décidé de travailler et qui ont donc une vie de famille. Et si tu veux, lorsqu'une femme elle est salariée, eh bien on le sait tous et toutes, que le plus souvent elle doit également, si tu veux, assumer le travail domestique, l'éducation des enfants et puis bien évidemment son activité professionnelle. Même si parfois, ou peut-être même souvent, elles peuvent être aidées par leur compagnon ou leur mari. C'est vrai que c'est une expérience que beaucoup de femmes acceptent de vivre de nos jours, moi par exemple. Pourtant, certaines personnes
personnes pensent encore que vie de famille et travail, on va dire, des femmes est peu compatible. Oui, certains diront même que l'équilibre justement familial risque de se ressentir. Oui. Et puis d'autres, ils penseront que justement une femme, elle peut très bien assumer toutes ces tâches-là et puis assumer effectivement en même temps son travail, continuer à veiller à ce que les membres de sa famille s'épanouissent et se sentent bien. Et puis également que chacun aussi donne le meilleur de lui-même au sein donc de la famille. Hein. Et dans la société justement océanienne, mélanésienne, où la vie, on va dire, en communauté a encore toute sa place, la femme, on va dire, qui travaillera aura aussi une vie de famille qui sera aidée par exemple par les membres de la famille. Hein. Moi je vois par rapport avec ma maman, mes sœurs, mes tantines, voilà, elles m'aident, on va dire, au jour le jour dans ce que je fais. Et oui, et ça c'est super, et c'est super important, hein, puisque effectivement c'est un soutien qui est très très précieux de nos jours. Hein. D'ailleurs aujourd'hui on se rend bien compte que la condition de la femme quand même elle a déjà beaucoup évolué, elle continue justement d'évoluer, hein, et de plus en plus de femmes acceptent de tenter l'aventure de l'activité professionnelle, de la vie professionnelle. Et notamment en province nord, où les choses bougent, les femmes suivent des formations ou créent leur propre activité professionnelle. Oui, d'ailleurs tu sais, en lisant un document qui a été édité donc en octobre 2014 par la province nord, il s'agit donc en fait d'une analyse de l'action provinciale sur la période 2008-2013, j'ai pu voir justement que les femmes en province nord constituaient quand même 42% de la population active et que leur participation dans la vie économique tendait à progresser. Et bien alors ? Et oui, et c'est vrai qu'on s'en rend compte d'ailleurs dans certains secteurs d'activité, tels que le BTP ou la mine, qui étaient jusqu'à présent, on va dire, des secteurs très très masculins. Quoi. Alors, on sait combien de femmes sont salariées justement en province nord ? Alors, selon les chiffres en fait de l'ISEE, qui est l'Institut des statistiques économiques, en 2009, elles étaient 4475. Et quand même, alors, on sait combien y a-t-il de femmes dans les autres activités, dans les autres secteurs d'activité ? Alors, toujours en 2009, étaient donc comptabilisés 333 chefs d'entreprise. Elles sont nombreuses quand même. L'émancipation des femmes au Nord, on va dire, est en marche. Alors, ce qui concerne la formation professionnelle, toujours du côté de la province Nord, et puis aussi, les femmes semblent être peu plaisantes. Oui, c'est vrai. Entre 2010 et 2013, toujours donc selon le document qui va être notre référent, justement au niveau des chiffres pour cette chronique. Donc je le rappelle, il s'agit donc de l'évaluation de l'action provinciale sur la période 2008-2013. Donc les femmes, elles représentaient en moyenne 51% donc des stagiaires des programmes donc de formation de la DEFICH, qui est donc la direction donc de la formation de la province Nord. Et donc ça, c'était entre 2010 et 2013, Élise. Alors moi j'ai envie de te dire aussi, Élise, que finalement, où qu'elles vivent les femmes, elles veillent à ce que tout se déroule au mieux, mais on va justement s'intéresser tout particulièrement donc à des femmes que Alexandre Sigura donc a rencontrées. Ces femmes, elles ont donc une activité professionnelle, elles sont donc chefs d'entreprise, elles vivent des choses en particulier, donc on va les suivre, découvrir un petit peu les difficultés qu'elles peuvent rencontrer au quotidien. Et puis on a également de l'autre côté une famille qui tente de s'organiser au mieux pour que chacun se sente heureux au sein de cette cellule familiale. Donc on regarde de suite le reportage d'Alexandre Sigura. Mampreneur, c'est les mamans, chefs d'entreprise. À la base, donc, c'est un courant qui a vu le jour en Amérique du Nord. Et donc, c'était les mompreneurs. Et pour le côté français, c'est devenu mampreneur. Le but des mampreneurs, c'est de permettre aux femmes qui sont mamans et chefs d'entreprise de se regrouper, d'avoir un réseau, de pouvoir se former, de pouvoir s'apporter une expertise, de pouvoir sortir d'un isolement et voilà, se retrouver donc régulièrement entre femmes qui vivent la même chose, même si on a des activités très différentes. On a alors des mampreneurs qui sont vraiment dans l'artisanat, beaucoup dans la création donc, d'objets textiles. On a également des femmes qui sont consultantes, formatrices, qui font de l'esthétique, qui sont danseuses, voilà, vraiment dans tous les domaines. Donc les mampreneurs, ça nous permet de nous retrouver une fois par mois lors d'un MAM-café. Donc un moment, une réunion, un échange sur les problématiques qu'on peut rencontrer au sein de notre entreprise pour monter certains projets ensemble.
Alors, en tant que maman chef d'entreprise, le plus dur, c'est de gérer et le travail et les enfants. Ça, c'est pas évident du tout. Donc, si on a le porte-monnaie derrière, évidemment, la solution est vite faite. Mais c'est pas évident pour les mamans chefs d'entreprise qui démarrent une entreprise et qui n'a pas assez de trésor derrière pour pouvoir offrir à ses enfants des moments de détente, des moments de jeu, être ensemble et en même temps s'occuper et du boulot, et de la clientèle, et de la compta. Ce qui m'a intéressée justement dans l'idée de cette réunion et de cette association Mampreneur, c'est justement le fait d'être chef d'entreprise, puisque je le suis depuis de nombreuses années déjà. Et qui plus est d'être maman chef d'entreprise, ce que je vais devenir dans quelques mois, dans 3 mois à peu près. Donc du coup de voir un petit peu comment elles arrivent à gérer tout ça, parce que c'est vrai que ça fait toujours un petit peu peur un nouveau-né, un bébé, ça prend beaucoup de temps et une entreprise ça prend énormément de temps aussi. Donc d'arriver à concilier les deux. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de venir et de partager cette expérience avec des femmes qui sont déjà habituées, qui ont de l'expérience dans ce domaine et de pouvoir échanger. Du coup, à chaque fois, il faut que je dise, c'est tel prix. La plus grosse difficulté, en fait, c'est la gestion du temps. Quand on est une maman, quand on est chef d'entreprise, il faut réussir à garder du temps pour tout. On a notre entreprise, certes, mais on a déjà donc, les moments qu'on a envie de passer avec ses enfants. On a beaucoup de responsabilités. Alors c'est une chouette aventure, mais des fois on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. On se retrouve pris comme ça dans tout ce qu'il y a à faire, la gestion quotidienne de l'entreprise, les enfants, toutes les tâches auxquelles on doit répondre, hein, aussi bien la comptabilité, la communication. Quand on a une entreprise, on fait tout soi-même. Et parfois, c'est le trop-plein. Donc c'est bien de trouver un lieu où on peut vider son sac, échanger, parler de ses difficultés et rompre l'isolement parce que je pense qu'on peut se retrouver vite quand même débordé. Avant d'être chef d'entreprise, je suis tout d'abord maman. C'était quelque chose, c'est primordial, hein, le rôle de maman. Moi, je voulais avoir un métier qui me permettait de m'occuper d'eux, de les avoir avec moi. Donc, j'ai adapté mon magasin. Lorsque c'est l'heure d'aller les chercher, je ne rate pas l'heure des mamans. Hein, c'est très, très important. Je mets ma pancarte, je mets mon petit mot et je ferme. Le client, il attend 5 minutes, il revient. Mais je vais chercher mes enfants à l'école. Lorsqu'ils sont malades, je vais les chercher, je m'en occupe. S'il y a un rendez-vous important, je ne le rate pas. Je suis là pour les rendez-vous importants, notamment à l'école, pour mon fils. C'est des moments de vie qui sont essentiels, je n'ai pas envie de les rater. Donc mon activité professionnelle, en quelque sorte, elle s'adapte à mon rôle de maman. Je vais les chercher, je les amène ici et puis après, je les fais manger. Ils ont leurs activités, je garde un œil sur eux tout en travaillant et en gardant la boutique ouverte. J'ai prévu pour eux un espace avec leurs jeux, un petit bureau pour dessiner, la télévision, Internet pour les jeux sur l'ordinateur pour mon grand. Ils vont s'installer, ils vont faire leurs activités comme ils pourraient le faire à la maison. Donc c'est important qu'il y ait une entente et qu'il y ait une belle harmonie, une belle cohésion familiale pour qu'en fait le projet qui était mon projet initial, il devient un petit peu le projet de la famille finalement. Bonsoir. Aïe. Ça va? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? On a joué au gala, après on a fait la Et science. nous, on a fait des siestes. C'est vrai? Des siestes? C'est bien. Mon mari, c'est mon premier fan, on va dire. Et parfois, on a des moments où on a des doutes, on est un peu démoralisé par une mauvaise journée, par un mauvais rapport avec un client. Et le mari, il est là quand même en tout cas moi, pour ma part, mon mari, il est souvent là pour me soutenir, pour me dire que ce que je fais, c'est chouette, pour me rappeler que quand même j'ai de la chance de faire ce que je fais, mais aussi pour m'encourager au quotidien. Je tire mon chapeau à toutes ces femmes qui montent leur entreprise alors qu'elles ont des enfants. C'est pas facile du tout, j'en suis témoin. Il faut avoir du courage, beaucoup de courage, de la patience et il faut avoir envie. Conjugue les verbes. C'est beaucoup de travail, c'est s'occuper des enfants, s'occuper de l'entreprise. Pour le cas comme ma femme, c'est aussi coudre, donc c'est créer,
Et des fois, c'est très dur. Mais il ne faut pas lâcher. Le fait d'avoir des échanges, quand on est maman et chef d'entreprise, il y a un moment où on peut se sentir un peu seul, on peut se sentir totalement débordé. Et là, le fait de se retrouver entre femmes qui vivent la même chose, ça permet déjà de voir qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul à vivre ces choses-là. Ensuite, ça permet de libérer, on vide un peu son sac. Moi, j'en peux plus, j'ai du mal à gérer ça, j'ai du mal à gérer ça. Donc ça permet justement aux femmes de garder leur cap. Quand elles sortent d'un même café, elles sont boostées. Ça leur permet de rattaquer un mois en étant plus motivées, en se disant je suis pas la seule à vivre ça, mais tout le monde s'en sort. Donc il n'y a pas de raison que moi je m'en sorte pas. Et si à un moment j'ai un coup un peu difficile, je sais qu'à côté de ça, j'ai toutes les femmes du réseau qui sont là pour m'aider et pour me permettre de m'en sortir et puis de m'épanouir aussi bien dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Voilà, un reportage d'Alexandre Sigura. Marie-Hélène, en ce qui concerne les salaires des femmes, est-ce que les femmes sont moins payées que les hommes ? Alors, je vais me baser justement sur un document qui a été publié par l'IDC-NC en 2014. C'était un focus donc sur les femmes. Il se trouve qu'il existe en fait des écarts de salaire pour certains secteurs d'activité. Et ces écarts sont au moins de 11%. Donc, je vais citer les fameux secteurs d'activité concernés. Il s'agit donc de la santé, du secteur public, de l'hôtellerie et de la restauration, des activités en lien avec le support à l'entreprise, l'art et le façonnage donc d'ouvrages d'art. En revanche, il y a quand même des secteurs où la femme gagne plus que l'homme. Il y a quand même une justice. Alors je vais les citer, il s'agit donc de l'agriculture, de la sylviculture, du secteur de la pêche, la construction, les bâtiments et travaux publics, et puis également dans le secteur de la maintenance, Élise. Et si on s'intéresse à la situation des femmes de la province Nord, on va dire, qui sont dans la vie publique, sont-elles plus présentes depuis ces dernières années ? Alors il se trouve que depuis l'application en fait, de la loi sur la promotion donc, de l'égal accès des femmes aux fonctions électives, qui s'applique aux collectivités de plus de 3500 habitants, et qui a été mise en place lors des élections municipales de 2001 et puis au provincial de 2004, il y a 2 maires du Nord, voilà, sur 17 qui étaient des femmes. Ensuite, au niveau de la gestion administrative des mairies, entre 2007 et 2012, la part des femmes au poste donc, de secrétaire général était de 8 sur 17. Et puis pour finir, dans l'administration donc, de la province Nord, dans les postes justement d'encadrement, on trouvait 13 femmes en 2007 contre 23 femmes en 2012. Et toujours au Nord, les fédérations de femmes aident beaucoup à la valorisation du rôle de la femme et de sa place en tant qu'actrice dans la vie économique et sociale. Oui, ça c'est vrai, c'est très important. D'ailleurs, depuis mi-2013, aujourd'hui, il y a donc plutôt 17 structures, 17 fédérations communales qui sont donc des espaces pour que justement les femmes échangent, prennent des initiatives et puis expriment leurs désirs, leurs envies, leurs besoins. Et pour vite conclure, le responsable porte, on va dire, le mouvement féministe kanak qui s'exprime dans les instances de débat et puis leurs revendications justement concernent en particulier l'accès à des droits liés à leur statut coutumier et à la famille. Voilà. Merci de nous avoir parlé des femmes aujourd'hui, Marie-Hélène, et on te retrouve donc jeudi. À jeudi, Élise. Au revoir. On retrouve notre rubrique Fin Bon. Très apprécié des Calédoniens, le tasard peut être grillé, bouilli ou encore fait en salade. Mais aujourd'hui, Jocelyne nous propose 100 plats. Le tasard de Jocelyne, c'est tout de suite dans notre rubrique Fin Bon. Bienvenue à Belep, moi c'est Jocelyne. Aujourd'hui, je vais vous préparer du tasard à l'étouffée au lait de coco. Pour commencer, je vais vous râper le coco et extraire le lait de coco. Bon, là mon coco il est prêt, je vais passer au poisson. Alors là, pour 4 personnes, il m'en faut 4 belles tranches.
Bon, j'aurais fini avec mon poisson. Je vais prendre ma marmite. Je vais entreposer mes poissons. Entrepose mes poissons. Après, je vais passer à l'ail. Pour relever mon poisson, j'ai besoin de au moins une gousse d'ail ou plus. Ici, le surbélep, le poisson principal, c'est le taza. C'est ce qu'on fait plus sur bélep. Et on peut faire beaucoup de choses avec le taza. Je presse mes ailes sur mon poisson. Je vais saler, poivrer. Et puis ça, c'est spécial touche à Jocelyne. Un petit peu de beurre. Et après, tu passes au feu. Pour mon lait de coco, je prends un torchon propre et je vais presser le jus de coco. Et c'est bon. Mon poisson, il est en train de cuire. Je vais vous proposer des ignames pour accompagner le taza. Ce sont des ignames mauves. Ça se trouve facilement dans les marchés, mais ça vient de mon champ. Maintenant, je vais passer au lavage. Je vais laver les ignames. Je vais les nettoyer. Après les avoir nettoyés, les laver, je vais les couper en morceaux dans ma petite marmite. J'ajoute un petit peu d'eau. Un peu de sel. Et c'est bon, il passe au feu. Mon taza, il est pratiquement cuit. Là, je vais reverser mon lait de coco au dernier moment. Et là, je vais verser le jus de coco. Okay. Ciboulette pour la décoration.
Ainsi s'achève votre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour de nouveaux reportages et de nouvelles informations. Au revoir à tous.